Alors, quelques mots sur Spinoza, sa vie et ses œuvres. C'est facile de faire les deux ensemble, puisqu'il s'agit d'un philosophe, enfin d'un de ces philosophes qui ont tenté de vivre comme ils pensaient, et de penser comme de vivre leurs pensées. Vous allez voir, il y a des interactions marquantes entre l'une et l'autre. Alors, si vous en voulez plus sur la vie de Spinoza, il y a une biographie très bien faite, Steven Nadler, Spinoza, aux éditions Bayard. C'est un livre assez détaillé. Spinoza est né en 1632 à Amsterdam, dans une famille juive marane. Alors, les maranes, M-A-2-R-A-N-E, ce sont ces descendants de juifs qu'on a convertis de force au christianisme en Espagne ou au Portugal, et qui ont fini par fuir la péninsule ibérique fin XVIe siècle, début XVIIe siècle, pour trouver des endroits où pratiquer librement leur religion. Bon. Le grand-père de Spinoza, Abraham de Spinoza, a quitté le Portugal fin XVIe siècle. Alors là, attention, on sait, grâce à ce chercheur qui a retrouvé les documents l'établissant, ce qu'on ignorait auparavant, que le grand-père de Spinoza a vécu à Nantes. Le pays nantais n'est pas une terre qui a donné beaucoup de grands philosophes. Alors il y en a un, évidemment, vous connaissez, Abélard, c'est la star, mais c'est la seule. Quand je parle avec des collègues américains, je leur dis je suis à l'université de Nantes, ils ne savent pas où c'est. Alors ce qu'ils savent, c'est, je dis c'est en Bretagne, ça ils savent. Si je dis c'est le dernier des châteaux de la Loire, ça ils situent. Et si je dis c'est le pays d'Abélard, là ils comprennent. Mais enfin c'est notre gloire philosophique locale et c'est la seule. Donc pour Spinoza, il faut se contenter du grand-père. On n'a que ça. Le grand-père de Spinoza part s'installer aux Pays-Bas. Alors la Hollande à l'époque, c'est le siècle d'or, terre de tolérance religieuse, sans rentrer dans les détails. Et la famille Spinoza se lance dans le commerce, c'est de la bourgeoisie marchande, ils font commerce d'épices et de raisins secs. Spinoza reçoit une formation juive traditionnelle, il apprend l'hébreu, qu'il connaît très bien, le latin, et il semble qu'il ait été envisagé qu'il devienne rabbin. Il perd sa mère à 6 ans, son père à 22 ans, c'est lui qui prend les commandes de l'entreprise familiale, et puis, date clé, 27 juillet 756, Spinoza est exclu, c'est-à-dire au sens littéral excommunié, chassé, de la communauté juive. Alors on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais c'est un événement fondateur. C'est le moment où le jeune juif orthodoxe va se transformer, enfin on se dit ça rétrospectivement, en philosophe iconoclaste qui va faire trembler l'Europe entière. Une anecdote... c'est pas très compliqué de consonner avec l'actualité ce soir. À cette occasion, on raconte qu'un fanatique juif a tenté de poignarder Spinoza et que Spinoza a gardé toute sa vie le manteau qu'il portait ce jour-là, transpercé d'un coup de couteau, en le regardant tous les matins pour se rappeler que la pensée n'est pas toujours aimée des hommes. Donc le 27 juillet 1656, Spinoza est excommunié. C'est-à-dire qu'il est chassé de la ville, il est interdit de lui écrire et de lui parler, et on a gardé le texte de son excommunication, ça s'appelle un érem en hébreu, que je lis. À l'aide du jugement des saints et des anges, nous excluons, nous chassons, nous maudissons et nous exécrons Spinoza, Benoît de Spinoza, avec le consentement de toute la sainte communauté, en présence de nos saints livres et des 613 commandements qui y sont renfermés. Nous formulons ce érem, cette excommunication, nous le maudissons comme Élie maudit les enfants et avec toutes les malédictions qu'on trouve dans la loi. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit pendant son sommeil et pendant qu'il veille, qu'il soit maudit à son entrée et qu'il soit maudit à sa sortie, que l'Éternel jamais ne lui pardonne, que l'Éternel allume contre cet homme toute sa colère et déverse sur lui tous les mots mentionnés dans le livre de la loi, que son nom soit effacé de ce monde à tout jamais, et qu'il plaise à Dieu de le séparer de toutes les tribus d'Israël en l'affligeant de toutes les malédictions que contient la loi. C'est un texte fanatique juif. Vous connaissez les textes fanatiques musulmans, et ce ne serait pas très compliqué de chercher des textes, de trouver des textes fanatiques chrétiens. C'est la fin pour Spinoza de la vie standard, donc il est obligé de recomposer totalement son réseau de relations. Il doit apprendre un nouveau métier. Alors
ça va être un métier manuel et artisanal, mais d'un haut niveau de technicité et qui demande des connaissances scientifiques de pointe. On dirait aujourd'hui qu'il est devenu ingénieur ou quelque chose comme ça. Il va devenir polisseur de lentilles pour les instruments d'optique, parce que vous savez que les lunettes et télescopes sont inventés début XVIIe siècle. Donc à l'époque, quelqu'un qui polit bien les lentilles, c'est extrêmement précieux. Il doit se créer un nouveau réseau de relations, donc il fréquente les cercles chrétiens, libéraux ou marginaux, et il s'initie à la philosophie, notamment à ce qui est à l'époque la philosophie moderne, c'est-à-dire celle de Descartes, qui a... Descartes, je vous rappelle les dates, hein, c'est 1596-1650. Bon, de ces années-là, donc on est vers 1660, date un certain nombre d'œuvres mineures dont je ne vous parle pas. La seule dont je vous parle, c'est le traité de la réforme de l'entendement qui est paru posthume, qui est sur la table là-bas. Texte difficile, hormis un prologue somptueux, qui est un des plus beaux textes qui est sur ce que c'est qu'avoir une vocation de philosophe. C'est un texte voilà, sur le désir d'entrer en philosophie qui est tout à fait magnifique. Et là, Spinoza se met à travailler à sa grande œuvre, et à quoi il va travailler jusqu'à sa mort, c'est l'Éthique, donc le grand livre de Spinoza, alors qui paraîtra seulement posthume en 1677. Donc une œuvre de longue haleine sur laquelle il a travaillé près de 20 ans. C'est très court, hein, l'Éthique. Donc on l'imagine bien en train de polir ses textes comme il polissait ses lentilles. C'est son chef-d'œuvre, incontestablement. C'est un chef-d'œuvre tout court. Hein, c'est arrangé dans les très grands livres de l'histoire de la philosophie, avec, je sais pas quoi, la République de Platon, les Méditations de Descartes, etc. Et c'est un livre dont le but explicite est de vous conduire à la béatitude, dit Spinoza, donc de vous rendre joyeux, aussi joyeux que possible. C'est hélas un livre très difficile. Alors c'est un des livres de philosophie les plus difficiles. C'est déconcertant dans sa présentation. C'est écrit more geometrico, à la façon des géomètres, donc avec des propositions, des démonstrations, des théorèmes, un peu comme les éléments d'Euclide. C'est vraiment très dur. Alors il y a 5 parties. La première est atroce. Je n'y comprends pas tout. La deuxième est difficile. La troisième et la quatrième, qui sont à proprement parler les parties éthiques, hein, où les questions de morale, des passions, etc., sont plus faciles. Donc peut-être une façon de lire l'éthique, c'est de lire les parties 3 et 4. La cinquième est de nouveau extrêmement difficile, donc je ne vous conseille pas de vous y lancer sans préparation. Pour vous y aider, si vous souhaitez vous lancer là-dedans, vous pouvez vous aider d'un petit livre de Gilles Deleuze, absolument remarquable, qui s'appelle Spinoza, philosophie pratique, paru aux éditions de Minuit. Alors, autre thèse pour laquelle l'éthique est restée fameuse, Deus sive natura, vous avez peut-être déjà entendu la formule, Dieu, c'est-à-dire la nature, donc identification de Dieu et de la nature. Alors c'est pas très clair pour nous parce que la nature, on pense petits oiseaux, écologie, etc. Je suis en train de perdre ma voix. En arrivant, elle était vacillante, mais ça allait à peu près. Elle est en train de s'en aller. Là, je suis désolé. Bon, l'éthique, c'est un texte qui parle de Dieu. La première partie de l'éthique est intitulée De Dieu, des déos. Mais on comprend très vite que c'est un Dieu bien différent de celui des grandes religions et des monothéismes que nous connaissons. C'est pas un Dieu créateur, c'est pas un Dieu transcendant, c'est pas un Dieu doté d'un projet pour le monde. Alors Dieu, c'est-à-dire la nature, peut-être aujourd'hui on comprendrait mieux en disant Dieu, c'est-à-dire le réel. Voilà. Dieu, c'est la réalité même dans toute l'infinité de ses infinies dimensions. Bon. Alors la thèse va faire scandale dans les milieux, c'est peut-être pour ça qu'il a été excommunié, c'est envisageable. L'éthique sera interdite, sera brûlée, suscitera une multitude de réfutations, etc. On a fait à Spinoza une réputation d'athée. Un athée, c'est quelqu'un qui dit Dieu n'existe pas. Spinoza vous dit Dieu existe, mais ça n'est pas ce que vous croyez. Donc, voilà, c'est peut-être pas quelqu'un qui cherche à détruire l'idée de Dieu, mais quelqu'un qui cherche à la rectifier, à la polir, comme on polit une lentille.
C'est-à-dire que ce que Spinoza vous dit, c'est que Dieu existe, mais ça n'est pas ce à quoi vous pensez spontanément. Donc c'est assez violent comme rectification. Pour vous donner une idée des répercussions éthiques de cette thèse, alors Spinoza vous dit Dieu c'est le réel. Donc Dieu est tout puissant, c'est-à-dire c'est la totalité de l'énergie contenue dans la réalité. Vous, vous êtes des petites parties de Dieu, une petite partie du réel, donc vous possédez une petite partie de la puissance ou de l'énergie qui se trouve dans la réalité. Cette puissance qui est en vous, pour vous qui êtes des êtres de toute conscience, c'est votre désir. Et donc ce que vous avez de mieux à faire, c'est de participer autant que possible à la puissance qui se trouve dans la réalité, c'est-à-dire de développer votre désir. Et quand tout se passe bien, dit Spinoza, développer notre désir, ça nous rend joyeux. Donc c'est une philosophie qui ne conçoit pas du tout le désir comme un manque, comme l'expression d'une absence. Au contraire, le désir, c'est la plénitude de l'affirmation de ce que nous sommes. Et ce que Spinoza vous propose en matière d'éthique, c'est de devenir joyeusement désirant. Donc ce n'est pas du tout une philosophie de l'ascèse ou de la limitation du désir, au contraire, une philosophie du déploiement joyeux de notre désir. Alors évidemment, quand Spinoza écrit ça, en France, c'est le jansénisme, c'est Pascal, d'accord. Donc ça rentre en conflit avec une certaine austérité ambiante. 1672, fin de la période de stabilité et de tranquillité politique en Hollande. Il y a des conflits entre deux partis monarchistes et républicains. Spinoza est du côté des républicains. Le 20 août 1672, à La Haye, les leaders du parti républicain, les frères De Witt, sont massacrés par une foule royaliste en furie. Alors il y a un tableau, si vous êtes allé au Rijksmuseum à Amsterdam, il y a un tableau qui représente les frères De Witt suspendus par les pieds, dépouillés et viscérés, c'est ce qui leur est arrivé. On raconte, c'est une anecdote, on n'en est pas sûr, qu'ayant appris ce lynchage, Spinoza rédigea un tract qu'il allait afficher sur les murs de la ville pour dénoncer la tuerie. Et ce tract commençait par des mots restés célèbres. Alors, si vous voulez bien regarder le bas de votre feuille, page 2. Ultimi barbarorum, c'est-à-dire vous êtes les derniers des barbares, disait Spinoza s'adressant aux auteurs de ce crime. J'ai mis à côté Je suis Charlie, qui est une autre façon de dire la même chose, dans un autre contexte. 1670, Spinoza publie anonymement, on a très vite su qu'il en était l'auteur, le traité théologico-politique, livre très compliqué lui aussi, mais absolument décisif. C'est gentil, madame. Ça va faire durer. Livre très compliqué lui aussi. Vous m'entendez quand même au fond? Oui. Ça, ouais, bon. Alors ça coasse, c'est pas joli, mais c'est pas grave si vous m'entendez. Bon. Mais livre absolument décisif dans l'histoire de la pensée, plus que tous les autres livres de Spinoza. C'est pas souvent dans l'histoire des idées qu'on peut dire là il y a une vraie coupure. Mais là il y a une vraie coupure. Ce que fait Spinoza, c'est qu'il propose une lecture critique de la Bible. Critique au sens moderne. C'est-à-dire il s'interroge sur la façon dont le texte s'est constitué, en disant c'est pas tombé du ciel comme ça. Ça a été produit dans des conditions historiques, politiques, géographiques données. Il faut en restituer le contexte. Alors, par exemple, le Pentateuque, donc, ou la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, la tradition disait que c'est Moïse qui les a écrits. Spinoza montre, il est le premier à le faire, parce qu'aujourd'hui tout le monde admet que c'est pas possible. Peut-être il y a une tradition qui vient de Moïse, peut-être qu'il y a des bouts qui sont de Moïse, mais il y a nécessairement plusieurs auteurs, de plusieurs époques différentes. Alors aujourd'hui, ça paraît aller de soi, même le plus réactionnaire des théologiens est d'accord avec Spinoza. À l'époque, ça a été tout nouveau, ça a scandalisé, le livre a été interdit, brûlé, etc. Donc ça a beaucoup fait pour la réputation sulfureuse de Spinoza, ce traité théologico-politique, mais Spinoza avait raison sur le fond, indéniablement. Simplement, l'innovation était si brutale que c'est mal passé.
Traité théologico-politique, je viens de vous parler du théologique. Il y a aussi du politique. La thèse politique que défend le traité théologico-politique, c'est que la première des libertés, vous savez, en philosophie, c'est une question traditionnelle, quelle est la première des libertés? Est-ce que c'est la liberté de se déplacer, de disposer de son corps? Bon. Spinoza a dit la première des libertés, c'est la liberté d'expression, la liberté de penser. Et c'est elle qui conditionne et signale la bonne santé d'un État. En 1773, on propose à Spinoza une chaire de philosophe à l'université d'Heidelberg. En gros, c'est le top, une des meilleures facs d'Europe. Réponse magnifique, alors c'est le texte 3 sur la feuille, il refuse. Il refuse, je lis le... Il faut aller vite. Hein. Je pense en premier lieu que si j'acceptais, je devrais renoncer à poursuivre mes travaux philosophiques si je m'adonnais à l'enseignement de la jeunesse. D'autre part, j'ignore dans quelles limites ma liberté philosophique devrait être contenue pour que je ne parusse pas vouloir troubler la religion officiellement établie. Donc Spinoza dit « Je préfère la tranquillité qui me permet de réfléchir librement et de chercher la vérité à la gloire et aux problèmes et servitudes que cette gloire implique. » Donc, au lieu d'aller faire le joli cœur à Heidelberg, il reste chez lui à polir ses lentilles et à écrire l'éthique. Et il meurt le 21 février 1677 de tuberculose et, semble-t-il, dans la sérénité. Voilà. Donc c'est une vraie vie de philosophe, une vie qui a de l'allure, hein, une personnalité tout à fait fascinante pour qui la recherche de la vérité et l'exercice de la raison passaient manifestement avant tout. Et puis, il faut noter l'aspect étonnant de son parcours. Descartes est noble, Leibniz est fils d'universitaire. Là, c'est un fils d'immigré juif qui vendait des fruits secs à Amsterdam, que rien ne prédisposait à la philosophie et qui, avec le traité théologico-politique puis l'éthique, provoque une espèce de cataclysme intellectuel dans le christianisme alors dominant en Europe. Donc une pensée qui a tout de suite été identifiée comme hautement subversive. Je vous ai mis en haut de la feuille le sceau de Spinoza. Vous avez ça. Alors BDS, c'est Benoît Benedictus de Spinoza. Et puis dessous, il y a cette devise en latin, caute. Caute, ça veut dire, c'est un adverbe, hein, ça veut dire précautionneusement, prudemment, doucement. Alors ça peut vouloir dire, c'est polysémique, hein, ça peut vouloir dire à la fois j'y vais prudemment, ça peut vouloir dire au lecteur allez-y doucement, faites attention, vigilance. Alors vigilance, non pas comme crainte, parce qu'il ne faut pas être triste, mais comme joie active hein, dans l'exercice de la pensée consciente d'elle-même et se saisissant. La philosophie de Spinoza reste mystérieuse dans son aboutissement même. Spinoza prétend vous conduire à la béatitude. Dans l'éthique 5, vous trouvez cette phrase magnifique, mais très compliquée, c'est le texte 4 sur les feuilles. Nous savons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Nous savons et nous expérimentons que nous sommes éternels. C'est aussi à ce type d'expérience-là que Spinoza entend vous mener. Et puis, les derniers mots de l'éthique, qui s'appliquent peut-être aussi bien à la lecture de Spinoza qu'au mariage, et ça me permet de changer de sujet. Texte 5, Omnia praeclara tam difficilia cum rara sunt, tout ce qui est précieux est difficile autant que rare. Tout ce qui est précieux est difficile autant que rare. Alors, voilà pour Spinoza, sa vie, son œuvre. Je fais un saut de 350 ans, qui nous emmène en Europe occidentale dans les années 2010. Je prends un objet, le mariage, je regarde, ça explose de partout. Que fait le spinoziste? Il essaie de comprendre. Et il essaie de passer de la tristesse à la joie. C'est-à-dire, autant qu'il le peut, parce que c'est pas toujours facile, de demeurer joyeux et de l'être encore plus qu'il l'est actuellement. Alors je fais ça très rapidement, ça va être ce qui va m'occuper dans la demi-heure qui me reste.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est devenu si difficile de s'aimer au long cours, voire toute une vie? Alors je ne crois pas qu'il y ait une unique explication, c'est plutôt un faisceau de facteurs qui joue. Dans le livre, j'en distingue 9. Je vous donne très rapidement les principaux. Alors j'en fais la liste. Hein. Bon, premièrement, très clairement, il se passe que désormais nous nous marions par amour. Longtemps en Europe, les mariages ont été des mariages de raison, des mariages arrangés, lisez Molière. Encore que dans les pièces de Molière, on commence à voir la revendication par les jeunes gens de choisir un conjoint pour lequel ils ont une inclination. C'est le moment où historiquement l'idée de mariage d'amour commence à s'imposer. Enfin, bon, dorénavant, et quasiment dans tous les cas, on se marie par amour. Or, le sentiment amoureux est un sentiment fragile, combustible, susceptible de s'éroder ou de disparaître avec le temps qui passe. Et donc, il est normal, d'une certaine façon, qu'une union fondée sur ce type de sentiment puisse être dorénavant dissoute. Explication numéro 1, à mon avis. Explication numéro 2, l'allongement de la durée de vie. L'espérance de vie moyenne en France en 1750 est de 26 ans. Aujourd'hui, elle était de 45 ans en 1900, elle est aujourd'hui d'environ 80 ans. Donc le jour de leur mariage, nos aïeux se promettaient en moyenne fidélité pour 10 ou 20 ans. Les époux d'aujourd'hui peuvent envisager, s'ils vivent ce que les statistiques leur laissent espérer, de vivre ensemble une bonne soixantaine d'années. Donc la donne matrimoniale en est évidemment modifiée. D'abord, ce que j'évoquais tout à l'heure, le risque d'une disparition, enfin d'un épuisement de l'amour par le temps qui passe s'en trouve accentué, et puis est également accentué le risque de ce qu'on pourrait appeler une désynchronisation affective des conjoints, le fait que sur la longue durée, ils évoluent différemment. Cet accroissement de l'espérance de vie entraîne aussi un bouleversement du champ des possibles existentiels. Là, j'ai recopié ça dans les mémoires de 2 jeunes mariés de Balzac. C'est une femme de 30 ans qui parle. « J'ai 30 ans. Le plus difficile du chemin est fini. Dans quelques années, je serai vieille femme. » Quel trentenaire d'aujourd'hui nous dirait ça? À 30 ans aujourd'hui, on a la vie devant soi. Et à 30 ou 40 ou 50 ans, il est parfaitement envisageable, comme on le disait, comme on le dit dorénavant, de refaire sa vie. Ce qui était naguère absurde. À 50 ans, c'était fini. Donc, à nouveau, l'allongement de la durée de vie redistribue les possibles amours. Troisième explication, la montée de l'individualisme. Alors, je ne prends pas le terme au sens péjoratif qu'il a parfois, je prends le terme comme une catégorie de sociologie. L'individualisme, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous sommes soucieux de nous-mêmes, de notre bonheur, de notre épanouissement. Oui. Ça n'a pas toujours été comme ça. On dit à bon droit que pendant longtemps, ce n'était pas l'individualisme qui dominait, mais ce que les sociologues appellent le holisme, H-O-L-O, etc. C'est-à-dire le fait que les intérêts du groupe prévalaient sur ceux de l'individu. Alors ça valait pour les sociétés, les syndicats, les églises, mais ça valait aussi pour la micro-société qu'est le couple. C'est-à-dire qu'il était sans doute envisageable pour les conjoints d'autrefois de sacrifier, au moins en partie, leur épanouissement personnel. Je ne dis pas qu'ils avaient raison ou tort, hein. Je suis spinoziste, je décris. Je ne juge pas. Sacrifier au moins en partie leur épanouissement personnel aux exigences du couple ou de la famille. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Il nous paraît justifié une personne pour qui le couple ou la famille est devenu un lieu de frustration sérieuse et répétée s'affranchisse de ces contraintes. Vous voyez, 3 premières explications. Triomphe du mariage d'amour, allongement de la durée de vie, montée de l'individualisme. Elles convergent vers une conclusion, c'est que si les mariages modernes se terminent par des échecs, c'est aussi que nous plaçons très haut la barre conjugale. Notre conception spontanée du mariage est beaucoup plus exigeante, élevée, idéalisée que l'était celle des gens des siècles précédents. C'est-à-dire que, si vous permettez la formule, en matière de mariage, nous avons tendance, et sans toujours nous en rendre compte, à demander le menu maxi best-of, enfin le modèle avec toutes les meilleures options. Quoi, parce que je ne vais pas nier que le concept d'un mariage d'amour fondé sur la passion qui dure dans l'harmonie, qui rend heureux chacun des partenaires, mis sur un pied d'égalité,
sans entraver en rien leur autonomie, leur émancipation et leur épanouissement personnel. Donc je ne vais pas nier que tout ça constitue un idéal de vie admirable, mais on conçoit que la réalisation de cet idéal se heurte à certains obstacles. Quatrième cause d'explication, le travail salarié des femmes. Alors non pas le travail des femmes, qui est une vieille affaire, mais le travail salarié des femmes qui explose depuis le début du XXe siècle. Vous savez que en France, c'est seulement en 1966 qu'une femme mariée est autorisée à exercer une activité sans le consentement de son conjoint. Ça paraît un autre monde, hein, mais c'était il n'y a pas longtemps. Le salariat confère évidemment aux femmes une nouvelle liberté, une nouvelle forme d'autonomie. Une épouse au foyer, comme on disait, était financièrement assujettie à son mari, était quasiment dans la possibilité de s'en aller. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et on sait que les femmes font usage de cette nouvelle liberté qui leur est conférée, puisqu'elles sont à l'initiative d'une majorité des divorces. Alors, remarque sur ces 4 premières explications, c'est un peu paradoxal et désarmant tout ce que je vous raconte là, puisque ça veut dire que des évolutions sociétales ou existentielles positives, je viens de vous parler de 4 progrès, enfin, à mes yeux. Je considère que le fait qu'on se marie par amour, qu'on vive plus longtemps, qu'on recherche notre bonheur, notre épanouissement et que les femmes travaillent, c'est des bonnes choses. Je ne suis pas prêt, moi, à revenir dessus. 4 progrès finissent par produire dans le champ conjugal des effets négatifs. C'est tout le problème de notre modernité conjugale. Des mutations positives ont pour corrélat une fragilisation de la conjugalité ordinaire. Et donc, on peut dire, le mariage, c'est devenu spécialement compliqué. Beaucoup plus, sans doute, que ça l'était autrefois. 5e explication, la déchristianisation et le recul des valeurs chrétiennes. Alors, la déchristianisation, c'est-à-dire en France la décatholicisation. Du point de vue juridique, il existe une différence très nette entre le mariage civil et le mariage religieux sous son espèce catholique. Le mariage, alors c'est pas très clair dans la tête des gens, mais souvent, mais il faut bien le dire, le mariage catholique est unique et indissoluble. Dans le lexique des jeux vidéo de mes enfants, c'est un one-shot. On a un coup. L'Église admet les séparations, vous savez, mais n'admet pas le remariage. Donc, le mariage civil, lui, qui a été institué en France à la Révolution en 1791, est un contrat susceptible d'être interrompu au terme d'une procédure prévue par la loi qui s'appelle le divorce. Ce n'est pas un CDD, sauf on peut envisager des gens qui se marient en se disant c'est pour 10 ans, dans quel cas, mais c'est un CDI. Un CDI, et si vous relisez les articles du Code civil 212 et suivants qui organisent le mariage, nulle part il n'est dit que c'est pour la vie. Donc les règles du jeu du mariage civil sous-entendent qu'il peut être interrompu, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc le fait qu'aujourd'hui la plupart, oui, petite majorité des couples finissent par user de cette possibilité, signifie peut-être qu'on arrive au terme d'un processus de décatholisation du mariage, hein, de purification, on pourrait dire, de laïcisation de l'idée de mariage, et qu'on distingue plus nettement que ça a été fait pendant assez longtemps où ça superposait mariage religieux et mariage civil. Voilà le tableau. Voilà l'état de la question. Alors, soyons spinozistes, hein. Voici les facteurs, les déterminations qui pèsent sur nous. Les comprendre, c'est peut-être se donner les moyens de jouer avec elles ou de s'en libérer. Je pense que ça vaut la peine pour les couples engagés dans un projet de vie commun au long cours d'identifier toutes ces forces amoureusement centrifuges dont je viens de vous parler, et de réfléchir à la façon dont on les intègre, dont on y fait face. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, la situation que je viens de vous décrire très rapidement donne lieu à différents types de discours que vous connaissez. Alors, il y a le discours de la résignation. C'est foutu. Bon. On baisse les bras, les histoires d'amour finissent mal en général. On admet que l'idée d'un mariage qui dure, et voire qui dure pour toute la vie, appartient au passé, à un passé révolu.
Alors on peut dire ça, bon, c'est pas mon cas. Variante du discours de la résignation, il y a le discours de la lamentation, le discours des grognons. Ça prend souvent la forme de considérations générales et simplistes sur l'écroulement des valeurs, la décadence morale, le ramollissement de la jeunesse, tout ça. C'est à mes yeux peu sérieux et pas très constructif, donc je ne ferai pas ça non plus. Discours de la dérision. Souvenez Spinoza, ne pas se moquer. Mais il existe le discours de la dérision, c'est les gens qui se moquent du mariage, hein, donnant aux beaux esprits l'occasion d'exercer leur verve. Alors Frédéric Beigbeder, L'amour dure 3 ans, ok. Sacha Guitry, je cite, alors tant qu'on en veut, hein, la bigamie c'est une femme de trop, la monogamie aussi. Avec toujours une dose de misogynie assez pénible, hein, chez Guitry en prime. Le mariage, ce sont des gens qui essaient de résoudre à deux des problèmes qu'ils n'auraient pas eu s'ils étaient restés seuls. Moi, j'ai toujours envie de lui mettre des claques, mais bon, ça... et puis, vous avez une variante du discours de la dérision, qui est le discours de la dénonciation, assez présent chez les intellectuels. Le mariage est une institution chrétienne, bourgeoise, patriarcale, puritaine, dépassée. Voilà, donc vous reconnaissez là des positions qui font notre ère du temps. Alors face à ça, à la résignation, à la lamentation, à la dérision, à la dénonciation, on peut tout de même, dans les pas de Spinoza, tenter autre chose, c'est ce que j'ai voulu faire. Et donc polémiquement, un peu quand même contre l'air du temps, moi je voudrais défendre l'institution mariage, expliquer en quoi elle ne conduit pas nécessairement à la tristesse, même si elle y conduit parfois, mais peut aussi pour certains conduire à la joie. Bref, donc j'ai écrit mon livre pour essayer de rabattre leur caquet aux défaitistes, aux sinistres cires, aux rabat-joie, aux faces de carême, aux peines à jouir, aux perles à défaite, aux ricaneurs, aux sceptiques et aux cyniques. Et ça fait du monde, en essayant de comprendre en quoi, parfois, le mariage, quand ça se passait bien, mais ça ne se passe pas toujours bien, ça pouvait aussi essayer d'être une réponse à la question de la vie réussie. Bon. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire, alors avec un petit sourire en coin quand même, parce que voilà, bon, le livre est paru depuis 4 mois, on va dire que ça ne m'a pas valu que des amis et des compliments dans les milieux où j'évolue, mais ça m'amuse de voir comment il est devenu aujourd'hui presque intempestif de défendre un état de vie dont on a si longtemps raillé le conformisme petit bourgeois. C'est quand même assez curieux, ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'être joyeux? Alors, je dirais d'abord quand même ne pas sombrer dans le catastrophisme. Texte 6 sur vos feuilles. Un conseil de Spinoza dans l'éthique, toujours prêter attention à ce qu'il y a de bon en chaque chose, afin qu'ainsi ce soit toujours un affect de joie qui nous détermine à agir. Pas mal. Donc je crois qu'on nous parle quand même très souvent des aspects et des faces sombres qui existent, hein, de la vie conjugale. Il existe aussi des couples heureux. Alors pour écrire mon livre, j'ai été rencontrer des vieux couples. Des vieux couples heureux, c'est-à-dire des gens qui, pas à pas, petit à petit, dans les difficultés traversées ensemble, etc., ont quand même réussi à s'aimer et s'aiment encore. J'ai envie de dire des gens qui ont réussi, au sens propre du terme, à faire l'amour, c'est-à-dire à le tisser, à l'instituer au fil des ans. Et ces gens-là, ils sont quand même souvent les dépositaires d'une forme de sagesse matrimoniale qui a sédimenté en eux. Que j'ai essayé de leur faire cracher, parce que c'est souvent, c'est un exemple de Spinoza, un bon forgeron, peut-être un excellent forgeron, sans très bien savoir vous expliquer comment forger, dit Spinoza, dans le traité de la réforme de l'entendement. De même, un vieux couple qui a réussi à faire l'amour, que j'en ai parlé, peut avoir un peu de mal à expliquer comment il s'est pris. Donc, il me semble, un des rôles de l'intellectuel, dans ce cas-là, c'est d'arriver à aider les gens à faire la théorie de leur pratique, donc à essayer de récupérer un peu de cette sagesse qu'il y a en eux. De même, alors concernant le mariage, il n'est quand même pas vrai que tous les signaux soient au rouge. D'abord, il est quand même frappant de constater que malgré tout le tableau très sombre que j'ai dressé tout à l'heure, les gens continuent à se marier.
je le vois dans mon métier, hein, concernant les jeunes, ça reste un projet attirant. Et les chiffres le confirment, hein, il y a eu une très brutale baisse du nombre des mariages en France dans les années 70 et 80. On est passé de 416 000 mariages en 1972 à 250 000 en 1994. Et à ce moment-là, beaucoup de gens ont dit le mariage c'est fini, la courbe va se prolonger. Bon, ces gens-là se sont trompés. Depuis les années 90, le nombre de mariages est à peu près stabilisé à 250 000 par an. Et puis alors, si on prend un petit peu de recul maintenant que la bagarre est finie, il me semble qu'on peut quand même interpréter dans le même sens les débats qui ont eu lieu en 2013 autour du mariage pour tous. Partisans ou adversaires, peu importe. J'ai choisi dans le livre de ne pas parler de cette question parce que je trouvais qu'on en a assez parlé. Et puis la loi est votée, donc c'est fini. Partisans ou adversaires, peu importe, tout le monde était dans la rue pour dire que le mariage c'était important. Les uns pour défendre une certaine conception du mariage, les autres pour réclamer qu'on leur permette d'y accéder. Mais enfin voilà, d'un côté comme de l'autre, tout le monde jugeait le sujet important. Et moi j'ai trouvé ce moment sur le mariage pour tous. Alors c'est toujours pareil, il faut laisser de côté le 1% d'excités qu'il y a, donc les fémènes d'un côté, les fascistes de l'autre, mais ça laisse quand même beaucoup de braves gens entre les deux. Et pendant 6 mois, tout ce monde-là s'est disputé sur le mariage. Et c'était bien, plutôt de se disputer sur je sais pas quoi, le dopage des cyclistes, le salaire des cadres, enfin les trucs les habituels qui ne nous intéressent pas beaucoup. Là, on discutait publiquement, enfin, d'un beau sujet. Donc c'était un bon moment. Et donc, il me semble que tout ça atteste qu'il reste un désir de mariage. Reste à voir ce qu'on en fait, comment on l'accueille, comment il se développe, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, il n'y a pas que du triste, il y a aussi du joyeux. Bon, pour qu'on ait le temps de discuter un petit peu, j'avais préparé quelque chose sur la passion, la passion amoureuse et cette idée que l'amour dure 3 ans. Hein, alors l'amour dure 3 ans, ça veut dire la passion dure 3 ans. On n'a pas attendu Frédéric Becbéger pour se rendre compte. Hein. Je vous rappelle que 3 ans, c'est aussi la durée du filtre d'action du filtre d'amour que Tristan et Iseult burent selon la légende. Donc voilà. Après, évidemment, il est tout à fait absurde. C'est une grande faute intellectuelle ou un fameux préjugé de réduire l'amour à la passion. Je veux bien que l'amour, que la passion, et encore, je connais des couples qui s'aiment sans être passés par la case passion. Donc, ça ne me paraît pas obligatoire. Bon. Je veux bien que la passion soit le propulseur ou le premier étage de la fusée, mais il y a autre chose qui vient derrière, et c'est pas parce que la passion s'estompe ou disparaît que l'amour disparaît. L'amour se transforme en autre chose. Que les philosophes décrivent. Hein, alors, la langue française est très pauvre pour parler d'amour. Je dis j'aime ma femme et j'aime les frites, et c'est le même mot. Il y a d'autres langues plus riches, notamment le grec, qui parle alors à la fois d'éros. Éros, bon, c'est la composante érotique, tout le monde comprend ce dont il s'agit. Agapé, c'est qu'on traduit par la charité quand c'est dans les textes bibliques que ça apparaît, c'est l'amour conçu comme don de soi. Don de soi, alors je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film de Terrence Malick, À la merveille. On entend en voix off à un moment un personnage dire à quelqu'un qui va se marier, tu n'épouses pas cette femme parce qu'elle est merveilleuse, tu l'épouses pour la rendre merveilleuse. Voilà. Étant entendu que ça marche dans les deux sens. Eros, agapé et philia, l'amitié. Hein, c'est Montaigne qui parlait de l'amitié maritale, mais je crois que dans un amour qui se déploie au long cours, il y a aussi cette dimension d'amitié. Donc voilà, après la passion, alors je ne suis pas en train de vous faire une histoire du sentiment du couple, je ne dis pas on commence par l'éros, on passe par l'agapé, on finit par la philia. Je pense qu'un amour qui s'épanouit dans le temps, c'est un amour qui se compose dans des proportions variables d'éros, de philia et d'agapé, dans des proportions variables suivant les individus et suivant les saisons de la vie aussi. Mais ne vous laissez pas embobiner par les gens qui réduisent l'amour à la passion. En lisant l'Éthique, qui est un grand texte sur l'amour,
peut-être la notion centrale de l'éthique de Spinoza, on comprend que ce n'est pas vrai. Alors, troisième piste que je vous propose donc, contre le discours de la résignation ou du dénigrement, pour réévaluer à la suite de Spinoza la condition conjugale, c'est d'essayer d'expliquer tout simplement pourquoi ça peut être bien, beau, joyeux de vivre en couple au long cours. Et alors là, il ne faut pas hésiter à commencer par dire des choses simples. Mais dans les fracas du monde, les choses simples sont un peu oubliées. Parfois, on nous rebat les oreilles avec les éloges du single, de la célibatante, enfin, et tout ça. La solitude, c'est parfois difficile à porter. Je veux dire, il y a des solitaires amoureux assumés. C'est avec ceux-là que je discute. Les gens qui viennent m'expliquer c'est pas bien de vivre en couple et la solitude c'est meilleur. Il y a des solitaires amoureux qui portent malgré eux leur solitude, et ceux-là, évidemment, c'est pas avec ceux-là que je discute. Mais voilà, quand la solitude est revendiquée, ne se soucier que de soi est un rétrécissement, et se rétrécir, c'est parfois pénible. Spinoza explique que nous avons intérêt, nous autres êtres humains, à composer nos puissances plutôt qu'à les laisser isolées. Et une des façons de composer ces puissances, c'est pas la seule, mais c'est de former un couple. Alors vous allez me dire, dans cette logique-là, si on compose les puissances, on peut faire non seulement des couples, mais aussi des trouples, des quadruples à 4, des couples QOELPES à 5 ou des souples à 6, etc. Alors là, Spinoza vous dirait, oui, mais c'est déjà très compliqué à 2. Donc au moins dans un premier temps, composer à 2. Éventuellement, le jour où vraiment ça composera très bien à 2, mais je pense que ça n'arrive jamais parfaitement, c'est l'œuvre d'une vie, vous pourrez envisager d'élargir. De façon un peu plus élaborée philosophiquement, il me semble qu'on peut dire quand même que le couple stable est, ou peut-être quand ça se passe bien, une structure à faire s'épanouir ce qu'il y a de bon en nous. Alors je crois que c'est ça que Spinoza veut dire quand il met dans la citation là que j'ai mise au début, que le mariage convient avec la raison. La thèse que je défendrai, et puis je vais finir là-dessus, presque, c'est que la vie de couple favorise la morale, favorise donne lieu, ou peut donner lieu. Je vais arrêter, mais bon, je retiens toujours les cas où ça se passe mal. Évidemment, ça existe. Mais la vie de couple peut donner lieu aux pensées et aux actions bonnes. Alors, c'est une remarque toute bête, mais qu'est-ce que c'est vivre en couple avec l'autre? C'est essayer de faire preuve à son égard d'attention, de sollicitude, de bienveillance, de patience, de disponibilité, de respect, d'indulgence, d'estime, de franchise, de confiance, de sincérité, de loyauté, d'affabilité, de bienveillance, d'équanimité, de sollicitude, de générosité, d'exigence et d'indulgence simultanées et réciproques. C'est tout simple. C'est tout simple. Vous faites, ne roule pas trop vite. Couvre-toi bien, tu vas prendre froid. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Ok, t'as fait une bêtise, mais c'est pas bien grave. Tiens, je vais te donner un coup de main. Voilà, des mises en œuvre des vertus dont je viens de vous parler. Tout ça, c'est de la morale. C'est de la morale. Toutes ces questions, ces attentions portées à l'autre sont des occasions de pratiquer, de cultiver, de mettre en pratique les vertus dont je viens de vous parler. Alors vous allez me dire, évidemment, c'est de la toute petite morale. C'est de l'éthique avec un petit E. Alors c'est vrai. Mais moi, je fais partie, comme Spinoza, des gens qui pensent qu'avant de faire de l'éthique avec un grand E, alors je prends éthique et morale comme synonyme, c'est le même mot en grec et en latin, donc avant d'agiter des grandes questions morales, je ne sais pas quoi, le vivre ensemble, ce que vous voudrez, il faut commencer par s'être exercé à la morale avec un petit M. C'est-à-dire que la morale commence et s'épanouit dans les vertus de la vie quotidienne, le rapport ordinaire à autrui, et le couple est un des lieux privilégiés de cet exercice. Je ne pas dit le seul, un des lieux privilégiés de cet exercice. Si je voulais dire les choses de façon un peu cassante, je dirais que pour prôner la mixité sociale ou le vivre ensemble, c'est-à-dire la vie harmonieuse avec de nombreuses personnes qu'on n'a pas choisies,
donc prôner la mixité sociale et le vivre ensemble, quand on est incapable de parvenir à la bonne entente chez soi, à deux seulement, et avec quelqu'un qu'on a choisi, pour moi c'est problématique. Donc voilà la thèse générale. La vie de couple est un des lieux, à nouveau je ne dis pas le seul, qui favorise et stimule le développement de ce qu'il peut y avoir de moralement bon en nous. Avec ce pari que ce développement à deux des vertus morales de l'un et l'autre des conjoints profite non seulement au couple, mais aussi à ceux qui sont placés autour de lui. C'est-à-dire il y a une forme de fécondité des vertus. C'est-à-dire qu'en les développant, un couple se rend aussi utile, bénéfique et bienfaisant pour ceux qu'il est amené à côtoyer. Alors sur ce que je viens de vous dire là, quand vous aurez fini de lire mon livre, vous commencez par ça évidemment, je vous recommande cet ouvrage qui est vraiment magnifique, de Claude Habib. Claude Habib, alors c'est quelqu'un de très différent de moi. D'abord, Claude, comme son prénom ne l'indique pas, mais c'est une femme. C'est important, je pense. Enfin, vous m'excusez, cette réflexion épouvantablement genrée, mais je crois que les hommes et femmes n'ont pas toujours la même façon de considérer les problèmes dont je vous parle là. C'est une femme, alors que moi je suis un peu engagé dans les problématiques religieuses, elle est hors de ce monde-là. Elle ne cache pas qu'elle a connu plusieurs épisodes dans sa vie amoureuse, mais elle a écrit des pages vraiment splendides, lumineuses et très apaisées sur tout ce que je viens de vous dire. Donc ça s'appelle Le goût de la vie commune, aux éditions Flammarion. C'est vraiment un magnifique ouvrage. Donc vous voyez la thèse. Je dirais que le couple est un appareil à faire sortir de nous ce qu'il peut y avoir de bon en nous.